Salut les fans de jeux vidéo et de réalité virtuelle, il faut croire que notre dernier sujet sur la face cachée du Game Pass ne vous a pas laissé indifférent. Arriver à se prendre 242 pouces bas et 251 pouces haut sur une vidéo vue que 3000 fois, c'est pas courant, c'est même un record. Alors on ne va pas se mettre à vous lire tous les commentaires, il y en a eu 494 à l'heure où on enregistre cette vidéo. Une grande partie de ces commentaires ne sont que des insultes, des menaces et surtout ne sont pas argumentés. On ne va pas s'attarder sur les commentaires sans argumentation, sinon des insultes ou de la décrédibilisation gratuite parfois organisée sur Twitter, ça n'intéresse personne et surtout pas nous. Ce qui nous intéresse, c'est les avis construits, qu'ils soient d'accord ou non avec la vidéo, argumentés et pertinents venant de personnes qui l'ont réellement regardée. Certains commentaires apportent cependant des arguments, alors nous allons diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, nous allons parler des arguments pour la défense des services d'abonnement comme le Game Pass. Dans la seconde partie, nous allons un peu préciser nos propos, car on dirait bien que beaucoup de commentaires ont tout mélangé sans admettre une seule petite seconde qu'une dérive était bien possible. Nous allons aussi bien préciser de quoi nous parlons quand on parle de monopole. Bangy Banks a, je crois, bien su définir l'intérêt du Game Pass pour lui. Pas d'insulte, il donne son avis et il est cool. Je découvre des jeux avec le Game Pass que j'aime et que je n'aurais jamais essayé, surtout vu les prix aujourd'hui. Je joue et termine mes jeux du Game Pass, j'économise et dépense plus dans d'autres choses grâce au Game Pass, je regarde le catalogue Day One dans le Game Pass et je suis informé de plein de coups de cœur en perspective à venir. Et en plus, il y a le programme Reward qui rapporte des dollars. Donc sur une année, si j'achète 3 jeux à 80 balles, plus un abonnement, cela commence à faire cher pour jouer si peu, surtout que pour certains, c'est à peine 10 heures de jeu et des jeux de plus en plus génériques. À mon avis, Bangy Banks a tout résumé ici avec cette phrase. Quels sont les inconvénients d'un système d'abonnement comme le Game Pass pour un joueur ? Il n'y en a pas, du moins en surface. Le Game Pass fonctionne sur un système économique bien nouveau, au moins dans le jeu vidéo. Pour qu'il fonctionne, Microsoft a besoin de beaucoup d'abonnés, car dans le cas contraire, ce système va s'écrouler de lui-même. Pour attirer des gens vers l'abonnement, il faut des titres solides, des grosses licences connues AAA à succès disponibles Day One pour attirer de nouveaux abonnés. Pour attirer ces licences à succès dans le service, Microsoft a deux choix possibles. Soit les créer lui-même en achetant des studios de renom, soit sortir un gros chèque pour inciter des studios indépendants à participer. La négociation se fait alors entre le studio et Microsoft. Pour le joueur qui se fout de tout ça, il ne reste qu'une seule offre à retenir, je donne 10 € par mois et j'ai 384 jeux pour l'instant sur ma Xbox ou 275 jeux sur mon PC. Comment ce système fonctionne ? Une première réponse est avancée sur le site Xboxygene. Les joueurs abonnés au service voient leur temps de jeu augmenter et ce de manière drastique. En effet, celui-ci progresse en moyenne de 20%. Plus impressionnant, le nombre de jeux joués augmente lui de 40%. Dan Greenawalt, directeur créatif chez Turn 10, croit que dans une ère où le jeu est proposé comme un service, le nombre de joueurs actifs est plus important que les ventes directes. La dernière fois que des chiffres Forza ont été annoncés, il s'agissait de 8 millions sur un mois. Il explique qu'avoir autant de joueurs permet d'avoir les moyens de créer de nouvelles choses. En effet, avoir une communauté de joueurs plus large signifie aussi plus de streams regardés, donc plus de personnes ayant envie de jouer et de streamers à leur tour, ce qui est un cercle vertueux. Plus de streamers, on en parle aussi dans notre première vidéo. Sea of Thieves, dont l'accueil critique n'a pas été au rendez-vous, est très populaire sur les plateformes de streaming et a même vu un regain d'intérêt ces derniers mois grâce à sa diffusion par les plus gros streamers de la plateforme Twitch. On passe donc d'une logique de vente unique, de consommation, à une logique d'engagement et de communauté. Au-delà de la rentrée d'argent régulière que le système d'abonnement permet à la division Xbox, c'est surtout la fidélisation qui est recherchée ici. Plus un client est fidélisé, plus il dépense et moins il ira regarder ce qu'il se passe ailleurs. Non seulement les producteurs peuvent compter sur des revenus via le Game Pass pour limiter leur prise de risque, mais les éditeurs peuvent compter également sur une augmentation du temps de jeu et une augmentation de 40% du nombre de jeux joués. Pour le joueur, cela veut aussi dire plus de joueurs en ligne et donc moins de serveurs vides. Nous vous parlions dans la vidéo La face cachée du Game Pass de Stephen Danton, développeur indépendant et créateur de On to the End. Il avait déclaré sur Xbox Squad « Microsoft nous donne une somme d'argent à sa sortie, je pense qu'elle est déterminée en anticipation par le potentiel de vente du jeu sur le store. Pour nous, il n'y a pas de royalties ou bonus calculés par rapport au nombre de joueurs effectifs. » Il avait aussi ajouté qu'il avait des craintes qu'un gros jeu ne monopolise l'attention.
C'était pour lui une source d'inquiétude. Nous avons une petite aide financière, nous interagissons avec ces gars-là qui mettent en avant nos jeux lors des salons. Pour nous, c'est génial et c'est super de travailler avec Microsoft. Quoi qu'il en soit, même si le jeu ne marche pas, le petit développeur peut ainsi compter sur un petit revenu, une petite aide financière qui est assurée par le Game Pass. Il est possible également que les producteurs ou éditeurs décident de prendre plus de risques vu qu'une partie de leur revenu est payée d'avance avec le Game Pass. Notre première vidéo parlait de la face cachée du Game Pass. Pourquoi le Game Pass était-il visé et pas le PS Now? Sans doute parce que le Game Pass est le premier service à être autant mis en avant de la sorte. Si vous payez une Xbox Series X avec le service à crédit Xbox All Access, vous achetez alors avec un abonnement Game Pass. Phil Spencer ne cache plus aujourd'hui que son produit numéro 1 n'est plus la console Xbox, mais bien le service Game Pass et xCloud. Il avait d'ailleurs déclaré en février 2020 « Nous parler de Nintendo et de Sony, nous avons beaucoup de respect pour eux, mais nous voyons Amazon et Google comme nos principaux concurrents pour l'avenir. Ce n'est pas un manque de respect pour Nintendo et Sony, mais les entreprises traditionnelles de jeux vidéo sont hors position. » En gros, ils sont hors jeu. Elles pourraient essayer de recréer Azure, mais nous avons investi des dizaines de milliards de dollars dans le cloud ces dernières années. Phil Spencer parle aujourd'hui bien plus souvent du Game Pass que de ses consoles Series X et S. Sony propose le PlayStation Now depuis 2012. Pourtant, ils n'ont jamais mis en avant ce service comme étant au-dessus de la PlayStation, mais plutôt comme un service à part, à côté. Les jeux first party ne font justement pas partie du service pour attirer des abonnés par exemple. Ils auraient pourtant pu le faire car ils étaient en avance mais ne l'ont pas fait. Pourquoi? Ça, on vous l'a expliqué dans notre première vidéo. Il faut bien différencier aujourd'hui les 3 façons de vendre un jeu vidéo. La première est la vente de jeux physiques, en magasin, impliquant dans l'équation les studios, les éditeurs, les producteurs, les distributeurs, les grossistes et les fabricants. La seconde façon de vendre un jeu est le dématérialisé qui, bien qu'il supprime à terme les distributeurs, les fabricants et les grossistes, permet d'augmenter les revenus pour les studios et les éditeurs. La troisième méthode est l'abonnement. Et on ne met pas du tout le système économique de l'abonnement dans le même panier que le dématérialisé car il est très différent. Que se passe-t-il aujourd'hui si CD Projekt Red décide de sortir un jeu comme Cyberpunk, pas terminé et buggé? Les médias ne notent pas bien le jeu, les joueurs vont s'exciter sur les forums, insulter CD Projekt Red et au final, ils ne vont pas acheter Cyberpunk tant que ce dernier ne sera pas corrigé. Il en résulte une chute vertigineuse du cours de bourse de l'entreprise CD Projekt Red qui doit impérativement réagir. Le joueur a ici une place de juge. C'est lui qui juge si un produit est convenable ou non en décidant d'acheter ou pas un jeu dématérialisé ou physique. Il a un droit de vote sur chaque jeu, chaque studio, il est le client direct de ces studios. Avec un abonnement, ça ne marche pas du tout de la même façon. Le jeu Cyberpunk sort sur l'abonnement, la hype est bien présente et tous les abonnés vont jouer au jeu. Si la plateforme a 100 millions d'abonnés, le jeu fait un carton. Bien sûr, ils vont streamer sur le jeu et hurler sur les bugs. Mais pour CD Projekt Red, l'argent rentre, le cours de bourse ne chute pas, et pire encore, s'il n'est pas corrigé avec une mise à jour, le client s'est abonné, il est ferré. Le studio peut se dire qu'une mise à jour n'est pas nécessaire. Avec ce système, le joueur n'a plus rien à dire si le catalogue se dégrade, car même s'il décide de se désabonner, il restera toujours 100 millions d'abonnés sur le service. Si un joueur s'en va, il y en a 2 qui rentrent. La première phase cachée d'un abonnement est donc que le joueur n'a plus le même pouvoir à terme sur les productions de jeux vidéo. Un autre point à aborder est celui des microtransactions et ventes en tout genre qui risquent de se multiplier. Cela fait déjà quelques années que Microsoft ne cache plus sa volonté de basculer vers un modèle Game as a Service. Sur ce modèle, les jeux deviennent des plateformes propices à la vente de contenu additionnel, DLC, lootbox, etc. Minecraft, Rocket League, Overwatch ou Destiny en sont d'ailleurs les meilleurs exemples. Avec sa nouvelle stratégie Xbox Game Pass, Microsoft ouvre ses jeux à bien plus de joueurs, et qui dit plus de joueurs dit forcément plus de personnes susceptibles de réaliser des microtransactions tout au long de la durée de vie du jeu. Ces mots vous choquent ? Ils ne sont pourtant pas ceux de VR4Player, mais ceux du site Xbox Squad. En mars 2021, un article de Forbes dédié à la croissance du Game Pass interviewait Sarah Bond, corporate vice-présidente de l'écosystème gaming chez Microsoft. Elle déclarait ceci. Lorsque vous vous abonnez à une chaîne qui vous permet de regarder une vidéo comme Netflix, c'est en quelque sorte la fin du cycle de monétisation que vous avez avec ce contenu. Dans le jeu, c'est le contraire. Il y a des objets que vous pouvez acheter dans le jeu, il y a des extensions que vous pouvez acheter, il y a une prochaine franchise que vous pouvez acheter, il y a d'autres genres vers lesquels vous pouvez aller. Encore une fois, ce ne sont pas les mots de VR4Player. Mais c'est vraiment une honte de balancer autant d'inepties sur le Game Pass. Les microtransactions existent depuis très longtemps, c'est pas le Game Pass qui les a inventées. Non, c'est vrai, on n'a jamais dit ça. Mais c'est juste un système économique qui risque à terme de les utiliser un peu plus souvent.
mais comment est-il possible de spéculer sur l'avenir d'un service formidable comme celui de l'abonnement ? Bien que ce service soit nouveau dans le jeu vidéo, il est loin de l'être sur d'autres marchés en réalité. Nous avons plusieurs exemples sous les yeux aujourd'hui qui ont une certaine ancienneté. Dans notre vidéo, nous vous avons parlé du Creative Cloud d'Adobe qui a vu son tarif augmenter régulièrement depuis 10 ans. Il n'est pas nouveau de dire que le dématérialisé aura la peau à terme des boutiques de physique, et ce n'est pas la peine de se voiler la face avec ça à mon avis. En décembre 2020, Le Monde proposait un article sur les dérives des majors de streaming pour la musique. Avec les plateformes musicales comme Spotify, Deezer ou Apple Music, les artistes déjà riches deviennent encore plus riches, les pauvres encore plus pauvres, et ceux qui étaient dans la moyenne ne s'en sortent plus. Constate Suzanne Cambeau, déléguée générale de la Guilde des artistes et de la musique. 3 études internationales le confirment. Sur 1,6 million d'artistes dont la musique a été mise en disposition sur les plateformes en 2019, 1% a capté 90% des écoutes globales selon la société d'analyse américaine Alpha Data Music. Et parmi ce 1% d'élus, 10% ont concentré 99,4% des écoutes. En d'autres termes, 1,44 million de la communauté d'artistes dont la musique est présente sur Spotify, Apple Music ou Deezer ne représente que 0,6% des écoutes globales. Le chanteur David Crosby, bientôt octogénaire, avait décidé le lundi 7 décembre 2020, comme Bob Dylan, de vendre son catalogue et a tweeté « Je ne peux pas travailler, le streaming a volé l'argent de mes CD, j'ai une famille dont je dois prendre soin et des biens hypothéqués. C'est la seule solution. » Dans un courrier envoyé aux artistes et à leurs producteurs, la filiale de streaming musical d'Apple a annoncé payer en moyenne 1 cent, 0,01 $, pour chaque écoute sur sa plateforme. Il faut donc qu'un créateur atteigne 1 million d'écoutes en stream pour générer 1 000 $. Le Game Pass est souvent comparé au Netflix du jeu vidéo. Netflix propose des films et séries pour tous les goûts et compte plus de 208 millions d'abonnés à travers le monde. Ses dirigeants estiment que le prix se cale sur la valeur de leur offre qu'ils trouvent étendue. Ainsi, selon eux, plus la plateforme aura du succès en nombre de vues, plus elle prendra de la valeur et donc cette croissance justifie l'augmentation du prix de l'abonnement. Il est vrai qu'on a assisté à quelques augmentations pour le service ces dernières années. Tous les services d'abonnement finissent tôt ou tard par une augmentation. Ce n'est pas de la spéculation ici, mais bien une constatation. Le 13 octobre 2020, le magazine Business Insider titrait « 26 séries que Netflix a annulées alors qu'elles étaient très bien notées par les critiques ». L'article explique que Netflix n'aime pas les séries qui durent longtemps, et cela signifie parfois que de super séries sont interrompues prématurément. Le géant du streaming a mis fin à des programmes qui ont été salués par la critique. En effet, Netflix ne voit souvent pas l'intérêt des séries qui dépassent 30 épisodes, généralement 2 ou 3 saisons, parce qu'elles deviennent trop chères et trop difficiles à suivre pour les nouveaux téléspectateurs. La plateforme a pour objectif principal de séduire de nouveaux arrivants. On discutait l'autre jour avec l'un de nos abonnés, scénariste de profession, qui nous expliquait que pour lui, le système de VOD Netflix pourrit tout. Il voit ça de l'intérieur en tant que scénariste à qui on demande des formats précis. C'est pour ça que la plupart des films Netflix ne sont pas au top selon lui. Beaucoup de gens ont remarqué que les films Netflix commençaient en fanfare et que l'histoire retombait à plat ensuite. Ce n'est pas dû à l'absence de talent des scénaristes. Netflix veut à tout prix enrichir son catalogue et attirer de nouveaux abonnés. Ils veulent que tout le paquet et le budget soient mis dans le début du film qui va accrocher le spectateur. Ensuite, Netflix s'en fout si l'abonné s'endort ou s'il continue de regarder le programme en jouant sur son téléphone. L'abonné est ferré, il ne se désabonnera pas et passera à un autre film. Netflix annule facilement les séries après une saison, il ne cherche pas à fidéliser via l'œuvre, car l'abonné est déjà fidélisé via l'abonnement. Enfin, nous avons lu plusieurs commentaires essayant de faire croire que le dématérialisé et les services d'abonnement n'étaient pas à l'origine des pertes des boutiques de vente de jeux vidéo. Il ne faut cependant pas être devin pour comprendre qu'ils y contribuent. En juin 2019, GameStop, le premier distributeur de jeux vidéo au monde, traverse la pire période de son histoire. La maison mère de Micromania a enregistré une perte de 36% de sa valeur boursière. Quelles en étaient les raisons ? La plupart des analystes étaient d'accord sur ce point. Jefferies a ainsi écrit que le modèle de vente au détail traditionnel de la société était de plus en plus en contradiction avec les évolutions du secteur, toujours plus tourné vers le jeu en ligne et une distribution numérique. Un de vos commentaires était intéressant, celui de A Player in the Dark qui nous a précisé que les boutiques perdent beaucoup à cause de la concurrence agressive des grandes surfaces et du e-commerce. Et c'est totalement vrai. Ces grandes chaînes achètent en masse et peuvent se permettre de casser le prix des jeux. Mais malgré cela, les analystes montrent tous du doigt la dématérialisation croissante des ventes via des plateformes comme Steam, le PlayStation Store, le Xbox Game Store ou le Game Pass. Bien que la grande distribution est une des fautives dans l'histoire, il est un peu facile de se servir de la grande distribution et de lui faire porter le chapeau afin de masquer le rôle du dématérialisé en général. Le Game Pass en fait partie.
Ce qui nous a choqué, ce n'est pas que le Game Pass y contribue, mais plutôt que Microsoft signe un partenariat avec GameStop qui permet donc à GameStop et Micromania de vendre des abonnements Game Pass aux clients venus normalement chercher du physique dans ces boutiques. Perso, j'appelle ça scier la branche sur laquelle on est assis. Enfin, on tenait pour finir à apporter quelques précisions concernant le monopole en cours possible d'un abonnement comme le Game Pass. Beaucoup de vos commentaires parlent de monopole de Sony depuis pas mal d'années. Vous n'avez donc pas compris de quel monopole on parle ici. Un monopole ne veut pas dire qu'une marque vend plus qu'une autre. En 2012, il n'y avait pas de monopole entre Xbox, PlayStation ou Nintendo. La Wii avait d'ailleurs mis la fessée au PS3 et au Xbox 360. La PS4 n'est pas non plus en situation de monopole par rapport à la Xbox One. Si Microsoft n'avait pas déconné en 2013 durant l'E3, les chiffres seraient aujourd'hui bien différents, y compris sur le marché français. On ne parle pas non plus d'un monopole entre Amazon Luna, Xcloud et Google Stadia. Si on vous parle de monopole, c'est sur le fait qu'avec un système d'abonnement comme celui du Game Pass, Microsoft court-circuite à la fois les distributeurs, les grossistes, les fabricants. Ça, c'est dû au fait que l'abonnement entre dans la catégorie dématérialisée, et c'est la même chose pour le PlayStation Store. Mais il va doucement impacter également les éditeurs et forcément les studios de développement, car les joueurs ne payent plus directement les éditeurs et les studios en achetant un jeu, ils payent Microsoft qui fera ce qu'il veut bien faire de cet argent avec les autres acteurs. Voilà où se situe le plein pouvoir. On vous parlait tout à l'heure des microtransactions qui pourraient venir en soutien sur le revenu des studios. Là aussi, une autre dérive est possible. Tim Sweeney, le patron d'Epic Games, est en procès contre Apple et Google à cause de leur situation de monopole. Epic Games refuse de reverser une partie de ses revenus aux propriétaires de boutiques d'applications comme Apple et Google. En effet, lorsqu'un joueur télécharge Fortnite depuis l'App Store d'Apple, la marque à la pomme prélève 30% sur tous les achats intégrés. Voilà une autre dérive possible par la suite. On ne dit pas que Microsoft le fera, on dit par contre que Apple taxait les microtransactions, Google aussi. Cette possibilité n'est donc pas à écarter, d'autant plus que Microsoft encourage les studios à intégrer des microtransactions, et ça, c'est Sarah Bond qui le dit. Vous pouvez donner une confiance aveugle à une marque, encore une fois, nous ne sommes pas du genre à soutenir un service qui tend à donner à son propriétaire le plein pouvoir sur tous les acteurs d'un marché. Que ce soit Microsoft, Sony, Nintendo, Stadia, Luna, Steam ou Epic Games, Sony propose le PlayStation Now depuis 2012, mais il n'a jamais choisi de faire évoluer ce service comme son produit principal. Malheureusement, face à la concurrence, Nintendo et Sony seront tous les deux obligés à terme de proposer le même type de service. Il y aura donc d'autres Game Pass tout aussi critiquables. Que vous le vouliez ou non, à moins que vous préfériez la politique de l'autruche, le Game Pass risque de changer le marché de façon générale et définitive. Que voulez-vous qu'on vous dise? Que le Game Pass est fantastique et qu'il n'a pas de dérive possible? On vous mentirait et on se voilerait la face. Le Game Pass peut avoir des avantages, on vous a parlé que ce système pourrait offrir une suite à Days Gone qui a été injustement boudée par les joueurs. Mais on vous dit aussi que ce service, bien qu'il semble être tout rose pour le joueur, peut très vite se transformer. Et il l'est pour l'instant tout rose, pour 10 € par mois, j'ai plein de jeux, il faudrait être fou pour être contre. Le joueur défend son beefsteak, son offre à 10 € par mois qui lui permet d'accéder à un catalogue massif, mais en faisant cela, il abandonne son droit de donner son avis sur un jeu et d'être un acteur influent sur le marché jeux vidéo. Il participe à développer ce type d'abonnement sur tous les supports jeux vidéo car ils vont se répandre et il donne le plein pouvoir aux propriétaires de l'abonnement. On ne confond pas le dématérialisé et un abonnement, ça n'est pas la même chose. On parle précisément d'un risque de monopole qui n'a rien à voir avec la guerre des consoles, mais plutôt qui va s'imposer sur les acteurs directs du marché, pas les joueurs. Un système qui ne peut vivre que par l'arrivée de nouveaux abonnés risque de ne faire que du racolage avec des offres et des annonces fréquentes. Une consommation excessive de jeux vidéo qui peut rendre les joueurs boulimiques à terme. Une surconsommation et une augmentation exponentielle de la lassitude, les productions peuvent en être impactées et l'exemple de Netflix ne nous donne pas tort. Il y a bien un risque de dérive et on a le droit de le dire même si ça plaît pas à tout le monde. Voilà, on a terminé, vous pouvez lâcher les chiens. Nous, on s'en fout, on changera pas d'avis sur le fait qu'un abonnement n'est pas tout rose et cache des dérives probables. On vous a dit ce que l'on en pensait, faites-en maintenant ce que vous voulez. Ciao ciao.